Mais le Sénégal n'est pas que champion d'Afrique du foot. Le Sénégal est également un champion d'Afrique quand il s'agit de la démocratie et de l'économie. Nous irons en novembre en Côte d'Ivoire découvrir davantage les potentialités du Sénégal. Et aujourd'hui, monsieur le consul du Sénégal à Marseille, une question, une réponse, certainement en vitrine. Quelles sont les opportunités économiques, les opportunités de business, les opportunités d'affaires qu'offre le Sénégal à l'Afrique et au monde? Les participants ici présents ont soif et faim d'en savoir plus. Le Sénégal, de loin, fait rêver ceux qui le connaissent de près. Vous nous avez fait l'honneur d'être là. Vous avez fait l'honneur à la promotrice du PSAO, Madame Armelle Ngouni, et à tous ses collaborateurs que nous sommes, de nous honorer de votre présence. Merci de célébrer l'Afrique, merci de célébrer le Sénégal, que nous retrouverons en grandeur nature en novembre prochain en Côte d'Ivoire pour ce 3e salon PSAO. Monsieur Abdourahmane Koïta, vous avez la parole. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Bienvenue, bonjour à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur le modérateur. Vous me permettrez d'abord de faire quelques salutations d'usage, saluer la directrice, le président et l'ensemble des partenaires qui accompagnent cette belle rencontre et me permettre aussi de saluer les responsables de l'épopée. Nous sommes dans ce lieu magnifique et qui fait partie de l'histoire de France, parce que Marseille fait partie de l'histoire de la France, et en lien avec l'Afrique. Il est vrai aussi que quand j'ai été saisi par Armelle de participer à cette rencontre, à ces rencontres, je me suis fait le devoir d'être avec vous aujourd'hui, du fait que je suis africain, je suis sénégalais et je représente le Sénégal dans cette circonscription. Alors, au-delà des remerciements, des félicitations de cette belle initiative, il est vrai que tout à l'heure le modérateur l'a dit, merci aussi pour cet accueil et cette hospitalité la teranga sénégalaise se retrouve ici en terre provinciale, marseillaise, et donc c'est important pour moi donc de venir passer ces quelques moments. En tout cas, c'est avec un grand plaisir. Et dire aujourd'hui, nous avons la responsabilité de prendre notre destin en main. Les opportunités au niveau du Sénégal n'ont de sens que si ça s'inscrit dans le cadre du développement de l'Afrique. Et quoi qu'on puisse dire, le centre de gravité du monde s'est déplacé. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les choses se passent en Afrique. Bon, souvent on a tendance à dire que l'Afrique c'est le futur, l'avenir, mais l'Afrique c'est surtout le présent, parce que juste avant la crise sanitaire, les 10 taux de croissance les plus élevés dans le monde, les 6 étaient en Afrique. Deuxième indicateur important, l'Afrique fait actuellement 1,4 milliard d'habitants. En 2050, ça sera 2 milliards et à la fin du siècle, ça sera 4 milliards. Donc ça sera 40% de la population mondiale. Donc ça, c'est un deuxième élément important. Troisième élément important, comme indicateur de mesure, il y a 20 ans, 30 ans, le PIB de l'Afrique, de l'Europe, c'était 20 fois le PIB de l'Afrique. Actuellement, ce rapport s'est réduit à 6. Alors, quel sera ce rapport dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Donc, pour vous dire que cette dynamique qui est engagée fait que nous, en tant qu'Africains, nous devrions prendre conscience non seulement des enjeux, mais aussi surtout de faire pour que nous puissions aller vers le véritable développement. Donc c'est pour cela que nous-mêmes, en tant que représentants diplomatiques et consulaires, nous avons aussi cette mission de faire de la diplomatie économique. Nous avons cette mission de faire la promotion de la destination de nos pays que nous représentons. Donc c'est pour cela que je dois vraiment saluer cette belle initiative qui nous permet, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir parler de l'Afrique, de parler de nos pays. L'Afrique a une réalité différente. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'après la crise sanitaire,
Et d'ailleurs, avec la crise sanitaire, beaucoup pensaient que ça va être l'hécatombe, quoi. L'Afrique va disparaître par les maladies, par même l'économie va s'effondrer. Et ça a même été le contraire. Donc l'Afrique, l'économie africaine a été la plus résiliente parce que comme on est dans l'incertitude. Bon, moi, je suis mathématicien de formation. Donc, quand vous avez un modèle, un système qui prend en compte l'aléa, ce système est beaucoup plus résilient qu'un modèle qui est déterministe. Donc, l'économie africaine, on est dans l'informel. Donc, cet informel, aujourd'hui, nous a permis, c'est vrai, quelque part, ce n'est pas bon d'être tout le temps dans l'informel. Il faut formaliser. Mais c'est bien aussi d'avoir cette part d'informel. Ça permet aussi à une économie donc d'être beaucoup plus résiliente. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, au niveau de nos pays, nous avons ces réalités, bon, tout en sachant que nous avons les mêmes problématiques. D'abord, le premier défi, c'était au niveau de la formation dans nos cadres. On a pris nos indépendances il y a 60 ans. On avait besoin des juristes. Bon, en ce moment-là, ce n'est pas les mathématiciens et ceux qui sont dans les génies civils qui venaient. Voilà. Donc on avait besoin des juristes, c'est ce qui a été pour le transfert du pouvoir. C'est ce qui a été fait presque dans tous les pays. Et depuis un certain moment, on a besoin aussi des sciences dures, du génie civil, de la robotique, de l'intelligence artificielle, du numérique. Et ça, je pense que le premier défi, ça doit être au niveau de la formation. On ne peut pas développer nos pays si on ne fait pas l'économie de la formation. Donc voilà, donc on doit aller vers, d'autant plus que le monde va vers un monde de connaissances. Donc on doit être très fort au niveau de la diffusion des connaissances. On avait, si vous regardez dans les pays, on n'avait qu'une seule université. Nous, on avait l'université Cheikh Anta Diop il y a 30-40 ans. Maintenant, on a 8 universités au Sénégal. Alors, on a même l'université virtuelle, l'UVS. On l'a mis en place en 2014. Il y avait 3 000 étudiants. Actuellement, on a plus de 55 000 étudiants avec l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, on a 46 départements. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit, il y a 8 universités. Moi, mon propre département, je sais que dans les 20 ans à venir, il n'y aura pas d'université physique. Alors, mais avec l'UVS, l'étudiant peut rester à Bakel, se connecter, prendre des cours et se former. Et donc, ça, c'est le premier défi. On a mis en place aussi l'université orientée métier, l'agriculture, l'élevage, et qu'on puisse avoir aussi des connaissances adaptées par rapport à nos réalités, par rapport à nos besoins. Bon, on forme beaucoup de gens j'ai rien contre la gestion. Donc, on faisait beaucoup de diplômes de gestion, de droit, alors que donc, je pense qu'il y a des disciplines que nous devrions développer et surtout adapter nos connaissances par rapport à nos besoins. Voilà, donc ça, c'est le deuxième défi. Après, le troisième défi, c'est l'employabilité. On ne peut pas avoir un continent jeune. Nous, l'âge moyen au Sénégal, c'est 19 ans. Ici, l'âge médian, c'est 18 et c'est 38 ans. Bon, 70% de la population africaine a moins de 35 ans, ce qui est une force extraordinaire. Bon, après, des fois, on essaie de nous faire peur en disant que non, l'Afrique, la démographie, le truc, le machin, alors que c'est plutôt une opportunité. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que l'employabilité des jeunes donc est un défi à relever. Mais pour pouvoir donner du travail à quelqu'un, il faut d'abord former l'individu. Donc, c'est pour cela qu'au niveau de la formation, une fois que nous avons réussi, il faut créer des emplois. On ne peut pas créer des emplois si on n'a pas un secteur privé compétitif. Il faut des acteurs économiques qu'on doit accompagner, qu'on doit former et surtout avec des politiques publiques, une volonté de politique publique qui accompagne donc, le secteur privé. Donc aujourd'hui, au niveau du Sénégal, comme je l'ai dit, il y a le taux de fiscalité des entreprises, des sociétés qui est très avantageux. Il y a aussi le fait qu'il y a un environnement juridique et judiciaire qui accompagne donc, les sociétés. Donc tout ça aussi, ça rassure un investisseur avant de venir investir. Bon, tous les économistes sont d'accord qu'il y a deux éléments importants, l'investissement et la croissance. Donc si on regarde au niveau de la croissance, bon, on ne peut pas faire autrement. L'investisseur, s'il vient de l'étranger, je ne dis pas que je suis nationaliste, mais on enrichit l'étranger. Si nous consommons des produits qui viennent de l'étranger, on enrichit l'étranger. Alors si nous développons nos propres produits, nous les valorisons, nous les transformons. Je prends l'exemple, un exemple tout simple.
80% de nos mangues en Casamance, au Sénégal, pourrissent parce qu'on n'a pas cette capacité de les transformer. Là, on peut prendre la même chose avec le cacao au Côte d'Ivoire, on peut prendre d'autres produits dans d'autres localités. Alors, donc aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à mettre en place des unités de transformation. Il faudrait qu'on arrive à avoir un secteur agricole performant. Il faudrait qu'on arrive à faire la restructuration des filières. Ça, ce sont des choses qui nous manquent aujourd'hui en termes de compétences, d'expertise. Et donc, accompagner les sociétés, investir, et puis en même temps aussi avoir cette culture de l'entrepreneuriat. Bon, ça, ce sont des choses qui nous manquent souvent.